Bonjour et bienvenue dans Choose Social TV, l'émission qui donne des couleurs au S de la RSE. Je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Sabine de Villoutré. Vous êtes fondatrice et directrice générale de l'école SUP-DRH. Oui, merci. Et Christophe Lebars, vous êtes depuis peu Oui, depuis le 14 juin exactement. Vous savez tout, Laurent. directeur Bonjour. général adjoint de SUP-DRH également. Merci mille fois d'être avec nous aujourd'hui. Pourquoi vous avez créé SUP-DRH ? Parce que la fonction RH, il y a 25 ans, était au balbutiement et qu'il était temps de former les futurs DRH à leur nouvelle mission. Et depuis, l'école a bien évolué parce que la fonction RH s'est fortement développée et l'alternance également, puisque dès le départ, on a eu cette vocation d'être une école pour tous, vocation sociale. Voilà. Donc, une accessibilité sans difficulté d'argent. L'alternance, tout le monde me disait, mais voilà, ça, c'est quoi? C'est pour qui? Aujourd'hui, on voit bien, c'est pour tous et j'en suis très contente. Bon, l'émission s'adresse à tout le monde, mais il y a beaucoup de professionnels RH qui nous regardent. Comment vous la voyez évoluer, cette fonction, ces dernières années ? Eh bien, c'est peut-être le DRH qui va nous en parler. C'est une fonction qui a été pas mal exposée là, parce qu'avec la crise sanitaire, même si on est sur des cycles assez longs et certaines évolutions préexistaient à la crise sanitaire, mais c'est vrai que la fonction a été sur le grill pendant 24 mois et on n'était pas aux abonnés absents. Et donc a dû piloter cette crise sanitaire. Et je pense que, d'ailleurs, on a fait un baromètre avec Sabine avant l'été, un 360 avec OpinionWay, cabinet Équilibre. Qu'est-ce que nous ont dit les dirigeants et les salariés? Qu'on avait été au rendez-vous. Donc ça, c'est important. Je pense qu'on sort valorisé. Rappelez-vous, il y a encore 24-36 mois, c'était le DRH pilori. Et là, on sort de cette crise sanitaire, la fonction, elle est célébrée, consacrée. Et je pense que c'est une véritable opportunité pour avancer, on va y revenir, sur des nouveaux champs de la fonction RH, dont la RSE. Et alors, en termes de pédagogie, d'enseignement, qu'est-ce qui change dans ce que vous apprenez aux étudiants, aux étudiantes qui vous rejoignent ? On ne sait plus où mettre les programmes parce qu'aujourd'hui, on veut qu'un DRH soit partout. Qui s'occupe bien sûr de la rémunération, des évolutions de carrière, mais aussi du quotidien de son salarié, de sa qualité de vie au travail, de son organisation du travail avec sa vie privée. Donc, les programmes qui étaient au départ droit social paye, aujourd'hui sont de plus en plus sur des champs qui vont bien au-delà de ce qu'on imaginait de la fonction qui était avant administrative et qui aujourd'hui accompagnement du changement, accompagnement de la direction et des salariés. Et donc RSE de plus en plus. Vous formez des futurs patrons de la RSE, vous formez des gens qui vont travailler sous la responsabilité des patrons de la RSE. Comment vous voyez finalement cette articulation entre ces deux responsabilités ? Eh bien, la fonction RSE, pour nous, elle a commencé dans les années 2006, 2008. D'ailleurs, dès 2008, on a créé une option RSE dans nos programmes de master. Donc, c'était déjà pour nous une évidence que la fonction RH devait se positionner dans cette responsabilité sociale de l'entreprise. Ce qui dit social dit effectivement humain, et qu'on ne pouvait pas laisser ça aux autres services uniquement sur l'aspect plus technique, économique et... il faudra couper. Je me suis perdue. Non, voilà, par contre, vous avez accéléré aussi, avant même tout ce qui se passe en ce moment, vous avez accéléré en 2012, vous avez là fait entrer un bloc de compétences RSE dans l'enseignement. Il consiste en quoi ce bloc de compétences RSE ? En fait, ce qu'on demande aujourd'hui à la fonction RH, c'est pas être le directeur de l'environnement ou de l'écologie à la place d'eux, mais de participer à de la gestion de projet en transversalité, comme le financier, comme la qualité, comme le directeur industriel, bref, comme le directeur juridique. Donc c'est important dans une formation complète, notamment au niveau master, que le futur RH
puissent intégrer, déjà comprendre ce que c'est la RSE. C'est vrai que ce concept a beaucoup évolué aujourd'hui de concrètement qu'est-ce qu'on y fait. On parlait de la mobilité tout à l'heure en région parisienne, c'est un vrai sujet, la mobilité propre. C'est un sujet aussi de DRH parce que c'est un bénéfice, c'est un avantage en nature quelque part. Comment on gère les mobilités pour les salariés qui habitent à moins de 5 km. Ça, c'est un vrai sujet. Je pense qu'il y a 10 ou 15 ans, le DRH ne se posait pas ce type de questions. Donc, le bloc de compétences, c'est de pouvoir, par rapport à des aspects environnementaux, climatique, on va y revenir, sensibiliser le RH parce qu'il va être, dès qu'il va être dans la fonction, on va le solliciter pour des programmes, pour monter en compétences, pour faire monter en compétences certains collaborateurs, donc il y a une dimension formation importante. Donc il faut qu'ils soient formés à ces concepts aujourd'hui. Alors pas au niveau uniquement concept, mais aussi une concréto, qu'est-ce qu'on fait? Et ça valorise, parce que là, le S rentre dans l'évaluation de la performance extra-financière des organisations, donc de plus en plus d'investisseurs regardent aussi la manière dont les entreprises réussissent socialement ou environnementalement. Donc la pression est d'autant plus forte sur le DRH que c'est pas juste pour attirer ou faire de la rétention, mais ce qui fait a maintenant une valeur supplémentaire puisqu'elle est regardée, encore une fois, dans le cadre de ces rapports de performance financière par des investisseurs. Oui, la performance des DRH, d'ailleurs, est valorisée en partie sur des dirigeants aussi, des grands groupes. Maintenant, la RSE rentre dans leurs obligations et dans leurs objectifs. Au départ, c'est vrai, quand on a créé l'option, tout le monde nous disait, mais voilà, c'est du blanc aux yeux, quoi. Voilà, c'est de la marque employeur, c'est du marketing. Et puis, au fil du temps, on s'est aperçu que, oui, c'était peut-être du marketing, peut-être de la marque employeur, mais que si on ne le fait pas, aujourd'hui, il n'y a plus de productivité. Parce que qui produit? C'est plus les machines, c'est les hommes, c'est les femmes. Donc, on est vraiment au cœur même, maintenant, de la stratégie de l'entreprise. On a dépassé la sphère... où c'était du gadget un peu. Il y avait ceux qui le faisaient, qui le mettaient en avant, qui signaient des chartes. Aujourd'hui, si on n'a pas signé la charte, là, ça pose difficulté. Donc, il y a une vraie évolution de la fonction RSE, particulièrement pour la fonction RH. Bon, et puis, au sein de CyberRH, vous faites vivre une expérience à l'ensemble des étudiants et des étudiantes qui sont chez vous, qui les préparent aussi, du coup, parce qu'ils vont être des prescripteurs de la manière dont ils ont vécu... leurs études, ils vont devenir les premiers prescripteurs en tant que RH. Voilà. Comment vous l'organisez, cette expérience étudiante à SUBDRH? Je crois que ce qui est important pour eux, c'est on a de la gestion de projet et donc de s'orienter vers cette gestion de projet appliquée au domaine de la RSE via des actions solidaires, sociales. Là, depuis de nombreuses années, mais si on reprend les dernières de l'année dernière, c'est par exemple le don du sang, extrêmement important. Alors, c'est une démarche des salariés de SUBDRH, on est 25, mais aussi d'inciter les étudiants à donner leur sang et à communiquer autour. Ça, c'est une démarche, c'est une gestion de projet récente. La Maraude, les SDF sur Paris, donc c'est lié des partenariats avec des associations, et c'est une gestion de projet qui est proposée dans le cadre du programme aux apprenants appliqués à ce domaine de la RSE. Là, c'est des actions sociales et solidaires. On a aussi une approche, j'allais dire réflexive, c'est-à-dire qu'on se l'applique à nous sur l'approche du handicap. On a une action très volontariste, mais aussi on associe les apprenants au handicap en entreprise. Aujourd'hui, vous savez, 80% des handicaps sont non visibles. Un salarié sur 2, un salarié sur 3 a potentiellement un handicap non déclaré. Donc c'est important que la fonction RH, dès sa formation, soit sensibilisée aussi à cette diversité. Vous avez accru le nombre d'étudiants qui présentent un handicap au sein des étudiants de SUBDRH? Comment on les trouve, quand on va les chercher? Ça paraît... Ça, c'est un vrai sujet dans le sens où on nous en parle beaucoup, mais il y a beaucoup, un vrai labyrinthe, un peu un chemin de croix pour y arriver. Alors nous, on a fait un constat en 2017, enfin, j'étais pas là, mais Sabine, et on a dit on veut structurer, et on n'avait que 4 apprenants
qui étaient en situation de handicap. Et l'idée, c'était de dire, on fait une vraie gestion de projet avec des actions, des moyens. On a nommé un référent handicap qui est Chantal Beaujean dans l'école pour à la fois recruter, être facilitateur, assurer, à réassurer l'étudiant, l'apprenant qui vient nous voir, mais aussi par rapport aux employeurs d'avoir une démarche de facilitateur. Vous savez que pour accueillir des personnes en situation de handicap, il y a une triangulation entre le DRH, la médecine du travail, comment on adapte le poste. Et je crois que c'est important. On fait le job. C'est jamais assez parce qu'on est passé de 4 à 24. Donc, vous me dites en 5 ans, c'est toujours peu et pas assez. Mais on a cette ambition. Et c'est aussi dans cette culture qu'on veut partager avec nos apprenants parce qu'ils auront aussi à vivre en poste au sein des DRH. Voilà, cette situation de handicap, on peut aussi devenir en situation de handicap. Donc, c'est important de le traiter justement dans les formations de bachelor, de master ou de MBA. Et c'est vrai que la fonction RSE, au départ, elle était très sur le harcèlement, la discrimination, le handicap. Aujourd'hui, on voit que ça glisse sur d'autres champs, qui celui de la qualité de vie au travail, qui est beaucoup plus large. Choosema et compagnie, voilà, c'est basé là-dessus. Et on a aussi développé de plus en plus, d'ailleurs le blog s'appelle Qualité de vie au travail et santé au travail. Donc c'est très important de leur montrer que la qualité de vie, c'est pas simplement un baby-foot ou là aussi des choses très visibles, mais ça va passer par une organisation du travail, d'espace, de lumière aussi, basse consommation. Est-ce que vous leur faites vivre d'ailleurs, vous avez etc. supprimé les tableaux, c'est ça si voilà, donc on a révolutionné un peu nos locaux avec des façons de travailler aussi différemment au niveau de l'enseignement, avec des tables individuelles, mais sur roulettes mobiles, effectivement avec des tableaux, mais qui sont plutôt des tableaux de post-it que des tableaux pour écrire, avec une capacité de travailler aussi différemment. Mais s'ils sont mobiles, s'ils ont cette capacité à appréhender le changement dans leur façon de travailler, dans leur façon d'appréhender l'organisation du travail quand ils sont étudiants, eh bien, on pense qu'une fois DRH, ils auront en tous les cas à l'esprit qu'il faut aussi mettre en œuvre d'organisation du travail qui incite au plaisir au travail. Nous, ce qu'on veut, c'est que nos étudiants aient plaisir à venir et plaisir à apprendre. Et ça, ce n'était pas des notions qu'on cherchait beaucoup. Avant, on cherchait la qualité de l'enseignement, la qualité, bien sûr, des intervenants. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a arrêté tout ça. Mais c'est vrai que ça ne suffit plus. Comme en entreprise, ça ne suffit plus voilà, de donner un travail, un plan de carrière. Il faut aussi donner quelque part envie aux salariés de venir en entreprise. C'est cette démarche qu'on souhaite développer à SUBDRH au travers de locaux qui sont rénovés, agréables, mais aussi avec une organisation des cours, avec des masterclass, des TD, des cours. Enfin, on essaye de mixer. Et ça peut paraître lié uniquement à la formation, mais ça va au-delà à SUBDRH, puisqu'on espère changer les mentalités et leur montrer que faire attention à son salarié, ça passe aussi par la qualité de vie et son plaisir à venir. C'est un métier qui attire beaucoup, le métier de RH. De plus en plus, un peu moins. Comment c'est perçu ? Oui, alors je crois que là aussi, c'est aussi un parti pris qu'on a chez SUBDRH. Nous, on pense que c'est aussi une fonction de passage, notamment pour ceux qui ont une carrière avant, et qu'on peut se reconvertir bien, voire très bien, en ayant été comptable, gestionnaire, juriste. Et je trouve que les équipes aujourd'hui sont beaucoup plus mixtes par le passé. Moi, je suis un expert, 33 ans dans la fonction, mais j'ai beaucoup apprécié ces 10 dernières années, travailler dans la fonction dans des équipes RH qui ne sont pas des experts, qui ont une expérience métier. Et donc, de plus en plus, on est sollicité chez SUBDRH et on a des réponses et des offres par rapport à ça. Comment on se reconvertit, comment on fait une deuxième, voire une troisième carrière dans la fonction en ayant un passé professionnel avant. Et oui, ça attire. Et tout le monde ne sera pas DRH, bien évidemment, mais on a besoin d'un middle management aussi formé. Et c'est important d'avoir cette polyvalence, cette connaissance des métiers et des organisations. Et au contraire, welcome. Je vous remercie beaucoup. Merci Sabine, merci beaucoup Christophe d'être venu aujourd'hui nous voir. Merci pour votre invitation. Avec grand plaisir. Merci Laurent.